La République démocratique du Congo a donc décidé de se doter de l'Agence nationale de promotion des exportations parce que, avec 100 millions de personnes en termes de population, vous vous rendez bien compte que c'est un levier démographique extrêmement important et donc le marché local devient une véritable opportunité. Et au regard du simple fait qu'il y a une grosse amélioration au niveau du pouvoir d'achat qui est en train de se remarquer, qu'il y a une classe moyenne qui commence à s'implanter, et l'un des indicateurs, c'est qu'on observe l'émergence fulgurante de supermarchés étrangers. Ça veut dire qu'en fait, les gens commencent à avoir le pouvoir d'achat pour acheter des produits transformés. Et ceci montre de manière assez claire qu'il y a là une véritable opportunité de pouvoir travailler les produits locaux, être en mesure de faire de la valeur ajoutée locale, aussi bien pour le marché intérieur que pour l'exportation, raison pour laquelle l'ANAPEX a été mise en place. Et donc, nous sommes à la recherche des opérateurs économiques intéressés à pouvoir travailler sur des matières premières qui sont aussi bien dans le secteur minier, pétrolier, que dans l'agriculture et dans l'agroforesterie, pour être en mesure à la fois d'installer des unités de transformation pour attaquer le marché local dont j'ai dit que la dimension est assez importante et intéressante pour assurer une rentabilité, mais également le marché de l'exportation. La République démocratique du Congo, aujourd'hui, c'est 2,5 milliards de dollars d'importation de nourriture. Vous conviendrez avec nous que n'importe quel investisseur qui pourrait aller sur du swap, ça veut dire en fait le remplacement des produits importés par des produits locaux, trouverait bien du marché, mais la taille de la terre disponible pour l'agriculture démontre clairement que celui qui s'engagera dans la production locale, la transformation locale, se chargera bien du marché intérieur que du marché extérieur. Et comme vous le savez très bien, l'Afrique est en train d'aller vers une zone de libre-échange économique continentale, ce qui veut dire qu'en fait, si vous regardez la position de la République démocratique du Congo, nous sommes juste au cœur du continent. Ça sous-entend que nous serons à la fois vers le nord et vers le sud à égale distance, à l'est comme à l'ouest. Nous avons la possibilité de pouvoir coloniser les différents marchés continentaux à partir de la RDC. Nous sommes un pays qui détient de l'énergie électrique à suffisance et à bon prix. Ça veut dire qu'en fait, l'industrialisation, et qui est aujourd'hui bénéficiaire d'un plan stratégique qui a été voté par le Conseil des ministres et qui va être mis en application incessamment, nous avons donc là la possibilité d'avoir une industrialisation rapide au bénéfice non seulement de la RDC, mais également du continent et peut-être aussi des autres continents en rapport avec essentiellement la production de la nourriture bio. Parlant de l'énergie, je voudrais juste insister sur le fait que nous sommes au cœur des grands enjeux. La République démocratique du Congo est aujourd'hui détenteur d'un potentiel hydroélectrique énorme. Nous sommes aux alentours de 140 à 150 gigawatts de potentiel hydroélectrique. Sur Inga seul, c'est près de 50. Matadi et Mpioka, c'est à peu près 35 et 15. Nous sommes aux alentours de 100. Et lorsque vous regardez les autres 700 petits sites et sites moyens à travers le pays, nous sommes très facilement au-delà de 150 gigawatts de potentiel hydroélectrique, sans compter que nous avons près de 70 gigawatts de potentiel solaire. Rien que dans l'énergie propre, sans compter les énergies thermiques, nous sommes au-delà de 220 gigawatts de potentiel avec une réglementation qui a changé depuis 3 ans. Nous sommes maintenant dans une zone de libéralisation complète de tous les métiers de l'électricité. Ça sous-entend qu'en fait, en ce moment, il devient très facile pour beaucoup de pays de venir s'installer en République démocratique du Congo, produire, transporter, distribuer et commercialiser l'électricité propre et verte. Et pour vous en parler, il y a en ce moment une très grosse société qui s'appelle Fortescue Future Industries, qui est une société australienne qui a décidé de venir s'installer en République démocratique du Congo et qui non seulement va produire de l'énergie électrique, mais installe pour un investissement de près de 120 milliards de dollars sur les 10 prochaines années des industries vertes pour la production de l'hydrogène vert, mais également de l'ammoniac vert pour la mobilité intelligente et propre. La présence de cette énergie disponible, propre et verte va être à même de mettre la République démocratique du Congo au cœur de la transition écologique, mais également de la décarbonation des économies mondiales. Ce fait est tellement important qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que aussi bien il sera possible de faire des grosses installations de production d'hydrogène, aussi bien il sera possible de faire des petites unités de production d'hydrogène pour l'exportation, aussi bien dans la zone africaine que dans le monde entier. Aujourd'hui, vous le savez très bien, les enjeux mondiaux sur la décarbonation de l'économie sont d'une importance capitale. Et donc, cet investissement structurant
sur l'énergie électrique propre nous donne un avantage stratégique majeur et va devoir attirer énormément de petites et moyennes industries en République démocratique du Congo. Et l'objectif ici est de dire, si vous êtes une société intéressée à vous installer sur une terre qui a une réglementation attractive, qui a une fiscalité spécifique et qui a de l'énergie propre avec une population jeune prête à travailler et bien formée, la République démocratique du Congo est une destination qui vous est propice. Une autre chose que j'aimerais bien dire ici, c'est que lorsque vous regardez la réglementation sur les exportations, il y a quelque chose de très spécifique que le Congo est en train de faire, c'est de mettre en place des zones économiques spéciales destinées à l'exportation. Ça sous-entend qu'en fait, si vous avez l'intention de venir exploiter une matière première qui est locale, ou si vous avez des matières premières à importer pour être en mesure d'être transformées dans des zones favorables, les zones économiques spéciales sont en train d'être disséminées sur toute l'étendue de la République, avec l'avantage du courant électrique. Nous avons donc la possibilité de pouvoir, avec une fiscalité extrêmement attractive, installer des entreprises dans les zones économiques spéciales et être en mesure de pouvoir travailler, quasiment pas payer les taxes locales pour être en mesure d'attaquer le marché international. Et ceci dit, j'ai entendu des fois des gens dire que la langue anglaise était une limite. Je rigole en disant les Chinois parlent lingala et swahili. Nous sommes un pays francophone, ça veut dire que les entreprises françaises n'ont pas de barrière de langue et qu'elles trouvent en République démocratique du Congo des gens avec qui ils peuvent commencer à travailler directement. Ceci dit, la République démocratique du Congo a pris l'engagement de pouvoir organiser les rencontres Africa 2022 plutôt, en République démocratique du Congo, ça veut dire à Kinshasa. Notre vision est de pouvoir faire deux événements. Un premier événement en mi-année, ce sera un petit événement pour faire comprendre aux différents partenaires leur nécessité de pouvoir découvrir le pays. Mais fin octobre, début novembre, nous voudrons être en mesure de faire une très grande édition des rencontres Africa en République démocratique du Congo. Et je prends ici l'opportunité de pouvoir inviter aussi bien les entreprises africaines que les entreprises françaises qui sont ici et qui sont venues montrer ce dont elles sont capables et les potentiels qu'elles ont. Je prends le plaisir de pouvoir rencontrer des personnes et préparer éventuellement la visite à Kinshasa. Je donne le maximum d'informations. De retour à Kinshasa, l'Agence nationale de promotion des exportations sera mise à contribution pour commencer à donner des informations utiles à toute entreprise, qu'elle soit africaine ou française, qui désire venir en République démocratique du Congo. Ceci dit, je suis tout à fait disposé à pouvoir répondre aux questions s'il y en a. Toutes les questions relatives à la réglementation, toutes les questions relatives aux opportunités, toutes les questions relatives au processus. Nous sommes un pays où on crée une société en une semaine. Ce n'est pas encore la performance togolaise où on crée l'entreprise en 24 heures, mais en 7 jours, vous créez votre société. Et en République démocratique du Congo, vous n'êtes pas obligé d'avoir un partenaire local. Vous pouvez créer votre société vous-même ou avec des partenaires de quelque pays qu'ils soient. La seule chose qu'on demande, c'est que vous respectiez les lois et règlements de la République démocratique du Congo. Donc je suis à votre disposition s'il y a des questions sur la République démocratique du Congo et sur la possibilité de pouvoir y investir. Oui. Oui, merci beaucoup, Monsieur Alakitenge, pour l'exposé. Ma question, c'est sur le secteur de l'énergie qui a été libéralisé. Un rapport de la Banque mondiale indiquait il y a quelques années que le coût de l'énergie, en tout cas du moins ce que payaient les ménages, était assez faible et que ça n'encourageait pas donc les sociétés privées à venir investir. Est-ce que c'est quelque chose qui a été pris en compte? Si oui, comment on compte régler ça? Merci.
Je vous remercie et je me réjouis du fait que vous connaissez très bien la problématique de l'énergie en République démocratique du Congo. Comme vous le savez très bien, l'énergie était sous une coupe monopolistique dans le passé et les politiques avaient tendance à considérer que l'énergie qui était produite par la SNEL, qui est la Société nationale d'électricité, était un bien social et un bien politiquement distribuable. Depuis quelques années, comme vous le savez très bien, les entreprises publiques sont devenues des entreprises commerciales et donc répondent à la règle de la commercialisation simple. Vous pointez très bien le point parce que, en même temps, nous sommes producteurs d'énergie et nous avons énormément de potentiel énergétique. En même temps, nous sommes importateurs d'énergie de la Zambie et de quelques autres pays comme le Congo-Brazzaville, essentiellement sur le secteur minier. Et le prix que nous avons en termes d'importation, c'est 2,5 fois le prix pratiqué localement. Le débat est posé sur la table. Le chef de l'État a eu le courage de le mettre sur la table. Comme on dit, il ne faut pas résoudre le mauvais problème. Il ne faut pas garder les gens dans un pouvoir d'achat limité et leur proposer des produits moins chers. Il faut leur donner le pouvoir d'achat pour être en mesure de pouvoir rendre nos sociétés et nos entreprises viables. Ce que vous dites est tellement vrai pour la SNEL, mais c'est également vrai pour tous les autres partenaires. Mais regardez par exemple deux autres choses qui se font. Dans la partie est de la République démocratique du Congo, il y a un certain nombre de producteurs qui, eux, déterminent le prix de manière tout à fait commerciale et ces entreprises marchent bien. Dans le Kasaï central, à Tchekapa particulièrement, il y a une autre société qui a développé une production et qui commercialise à des prix de loin supérieurs à ceux de la SNEL. Bien entendu, ils sont très rentables. Mais ce que je voudrais dire, c'est que même Kinshasa, si vous regardez la partie domestique, va connaître le changement nécessaire pour qu'on ait des prix non seulement commercialement viables, mais également compétitifs vis-à-vis du marché régional. Parce que sinon, la conséquence sera très simple. Nous serons des exportateurs d'énergie moins chers, nous serons importateurs d'énergie plus chers. Il n'y a pas moyen d'être plus irrationnel que cela. Et donc, la question du prix de vente de l'énergie est une question réelle. Et comme vous le savez très bien, nous avons aujourd'hui une autorité de régulation de l'électricité qui détermine la conduite des prix sur le marché. Et la loi économique qui est prévalente en République démocratique du Congo, c'est la liberté des prix. Ça sous-entend qu'en fait, le prix sera bientôt dérégulé. Et la Banque mondiale à laquelle vous avez fait référence fait bien de faire remarquer le fait que pour l'instant les prix sont trop bas par rapport à toute éventualité de rentabilité. C'est ce qui d'ailleurs justifie les difficultés financières de la SNEL et qui justifie aussi que la SNEL soit carrément au biberon de l'État et que l'État s'endette pour financer la SNEL alors que ce n'est pas nécessaire. Et la soutenabilité et la durabilité de cette opération exige que des prix réels soient appliqués et que la SNEL soit en condition d'être compétitive et qu'elle soit en mesure de donner à la fois la disponibilité mais également la qualité du courant électrique. Une autre question? Oui. Oui, ben, merci. Donc, de nouveau, moi, deuxième question. Pardon, un peu comme ça. Si vous pouvez nous donner quelques éclaircissements sur le projet donc, du grand Inga avec la société australienne, je crois. On l'a lu dans la presse une fois que le président l'avait annoncé. Comment ça évolue et c'est à peu près quand le début des travaux? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est par rapport à la SNEL, la régie locale. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Elle était sous accompagnement canadien, je crois, pour les projets de la Banque mondiale. Est-ce qu'on sait dire ce que l'expérience a donné en termes d'amélioration technique et éventuellement économique? Merci. Je vais commencer par la deuxième question, celle qui concerne la SNEL avec l'accompagnement canadien.
non seulement technique, mais également financier avec la Banque mondiale. Il faut malheureusement observer que les résultats sont très mitigés. La situation de la SNEL est toujours aussi catastrophique qu'avant. Aujourd'hui, l'une des choses sur laquelle on pense que nous pourrons être en mesure d'améliorer la situation de la SNEL, c'est la viabilité de sa distribution. L'erreur majeure que tous les managers, y compris ceux qui sont venus du Canada, ont commise, c'est de penser que le problème était un problème de production ou de transport. Le premier problème qu'il faut régler, c'est le problème de distribution. Parce que, comme vous le savez très bien, la SNEL a près de 54% de frein. Ça veut dire en fait de l'énergie qui est produite, qui n'est pas facturée, qui n'est pas payée. Et il n'y a aucune façon de pouvoir être rentable si vous avez un tel niveau de perte. Et je pense simplement que si nous étions stratégiquement organisés, l'une des choses qu'il faudrait être en mesure de faire, c'est de commencer par nous assurer que les consommateurs du courant électrique payent ce pourquoi ils sont servis et que la SNEL a l'argent nécessaire pour être en mesure de pouvoir rendre des services de qualité et en quantité voulue. Aujourd'hui, la plus grosse difficulté au niveau de la SNEL, c'est qu'elle n'a pas encore changé son mindset, ce n'est pas encore devenu une entreprise commerciale. Elle pense que son lien avec l'État va continuer durablement. La question de la SNEL, pour moi, se ressemble beaucoup à la question de la SONAS, la Société nationale d'assurance, et qui a joui du monopole pendant très longtemps. Je dis simplement que si la SNEL ne fait pas attention, elle va s'écrouler, elle va disparaître. Et il est donc important que le mindset de la société change. Et là-dessus, on doit avouer malheureusement que la coopération avec la société canadienne qui les a aidés n'a pas été, du point de vue de la masse critique, suffisante pour être en mesure de leur donner tous les résultats qu'il faut, même s'il faut reconnaître un certain nombre d'avancées. Vous savez, la SNEL a réussi à stabiliser 2 de ses machines à Inga. Bon, on peut dire que c'est une avancée, mais ça ne lui donne pas nécessairement la capacité financière de pouvoir travailler viablement. Et aujourd'hui, les besoins d'investissement à la SNEL sont énormes, mais on a toujours tendance à penser qu'on doit investir dans la production. Vous connaissez bien la question de la République démocratique du Congo, donc vous connaissez la question de Zongo 2, qui est une entité qui a été montée, terminée, et ça fait près de 3 ans qu'on n'a toujours pas acheminé le courant auprès du consommateur. Donc ça pose toutes ces questions de mauvaise planification de projet, éventuellement d'inefficacité au niveau de la vision et de l'exécution. Et je crois que cette question de libéralisation du secteur de l'électricité trouvera des solutions lorsque nous aurons des opérateurs économiques viables, capables de venir s'investir dans les différents maillons de la chaîne de distribution des produits énergétiques. Je pense par exemple qu'il n'est pas logique que nous ayons une seule entreprise de distribution d'électricité sur toute l'étendue de la République. Ça ne fait pas sens. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez les chiffres de distribution d'énergie, ils sont très limites. Et donc, je reste convaincu que la question de la SNEL demande une approche stratégique très différente qui, à mon avis, devrait commencer par l'aval avant d'aller vers l'amont. Par contre, Gantinga, j'ai le plaisir de vous donner les informations de première main parce que je suis de très près la situation. La société australienne s'appelle Fortescue Future Industries et elle fait partie de la grande société minière Fortescue Metal Group. Et cette société a signé un mémorandum d'entente depuis septembre 2019 et est en train de finaliser les négociations avec l'État congolais pour signer le contrat définitif de concession selon la loi congolaise qui libéralise le secteur de l'énergie. Entre-temps, d'engagement pris personnellement par son chairman vis-à-vis du président de la République, les études sont en train d'être financées sur fonds propres et au risque de FMG, FFI. Et il y a des grosses équipes sont installées à Kinshasa et d'autres à travers le monde et travaillent par intermittence. Les études sont très avancées. Selon les estimations, près de 80% des informations requises ont été accumulées. Et donc aujourd'hui, il y a tout à fait raison de croire que ce projet est tout à fait rentable. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas du Grand Tinga tout simplement, il s'agit du Grand Tinga de Mpioka et de Matadi. Les objectifs de Fortescue, c'est éventuellement atteindre 70 gigawatts minimum pour avoir la capacité de donner peut-être 10 gigawatts à la République démocratique du Congo et les 60 gigawatts les convertir en hydrogène, en ammoniac pour être en mesure d'aborder toutes les questions de transition écologique, non seulement pour la République démocratique du Congo, mais sur le marché mondial.
Fortescue entend non seulement installer les industries de production d'énergie sur base d'hydrogène et d'ammoniac, mais également entend se doter d'un port en eau profonde pour l'exportation à côté du port qui sera développé par DP World. Et donc nous avons là probablement un des plus grands projet d'infrastructure mondiale qui va se dérouler sur les 10 années à venir sur la partie ouest de la République démocratique du Congo. Les budgets sont encore approximatifs. On parle entre 80 et 120 milliards de dollars d'investissements directs, sans compter les investissements indirects qui seront sur les projets autour de ce grand élan de développement. Mais nous sommes là sur quelque chose qui va être un véritable game changer, non seulement pour la puissance économique de la République démocratique du Congo, mais surtout sa géopolitique par rapport à son influence vis-à-vis des pays de la région, du continent et pourquoi pas les pays du monde lorsque vous regardez la question essentielle de la transition écologique. D'accord. Oui. Notre question qui me vient à l'esprit, c'est sur la partie énergie solaire. Oui. À un moment donné, il y a eu de l'engouement dans ce secteur et je pense au projet Essor, c'est pas si ça vous parle. Oui, avec l'Union européenne. Voilà, tout à fait. Et le DFID. Et voilà, et aux dernières nouvelles, je crois que le projet, soit il a été abandonné, ou en tout cas, il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris. Je sais qu'à un moment donné, c'est Eranov qui avait remporté l'appel d'offres. Et puis, ben, plus rien. Donc, je ne sais pas si vous avez des informations pour m'éclairer un peu. Voilà, merci. Je me réjouis de votre connaissance profonde de mon pays et je vous remercie. L'énergie solaire, comme vous le savez très bien, a ce site particulier, c'est que c'est assez rapide à déployer et donc ça peut être des solutions essentiellement sur des zones reculées où le déploiement du réseau peut être difficile et inutile des fois. Et donc nous avons un avantage majeur d'un ensoleillement toute l'année. Nous sommes sur l'équateur, donc nous avons des potentiels réels en termes de développement solaire. Et là-dessus, il y a deux initiatives. Il y a une première initiative qui est publique, celle d'un pays qui dit mes statistiques sont très faibles, je voudrais les améliorer en termes d'accès à l'énergie et bien entendu les secteurs privés qui voudraient produire de l'énergie qui sera consommée par des vrais transformateurs économiques. C'est le cas de ces zones économiques spéciales comme celle de Maloku. On va installer près de 1 MW de potentiel électrique solaire et de production énergétique solaire. Et nous avons également beaucoup de mines, de petites mines qui commencent à avoir leur propre champ solaire pour être en mesure de produire de l'énergie. Mais la question que vous posez est une question des marchés publics de l'État en rapport avec les investissements publics qui en grande partie sont sur fonds propres mais également sur des fonds qui viennent des partenaires. Là-dessus, il y a une entité qui s'appelle l'ANSER, qui est en fait l'Agence nationale pour l'électrification et qui s'occupe en grande partie de l'électrification rurale. Et les grosses difficultés que nous avons eues, et j'ai participé à quelques-uns de ces ateliers, c'est la définition que nous avons de l'électrification. Et là-dessus, je crois que entre les bailleurs de fonds et la République démocratique du Congo, la compréhension n'est pas commune. Les gens qui veulent améliorer les statistiques du pays et qui disent aux dirigeants du pays, mais écoutez, vous savez, si vous distribuez des petites unités sur dans chacune de ces cases dans les villages, le taux d'électrification va être beaucoup plus élevé. Et la réponse du leadership politique chez nous, c'est de dire est-ce que cette façon de faire les choses est suffisante pour engranger un développement intrinsèque dans ces milieux-là? La réponse est non. Alors aujourd'hui, le paquet minimum est en train d'être redéfini pour être en mesure de savoir de quelle manière on électrifie essentiellement les milieux ruraux pour leur permettre à la fois d'avoir l'éclairage, de quoi charger le téléphone, mais surtout d'avoir la possibilité de développer des petites unités de transformation des produits locaux, essentiellement les produits agricoles. L'objectif, c'est d'avoir de l'énergie industrialisante, même à petite échelle, plutôt que d'avoir de l'énergie symbolique. Et je crois que c'est sur cette question qu'entre les bailleurs de fonds, les partenaires techniques qui veulent vendre des technologies et la République démocratique du Congo, il y a encore des petits écarts et des discussions. Et là-dessus, la critique a été sur le simple fait qu'il n'était pas acceptable de dépenser 200, 300 millions de dollars pour saupoudrer dans la population juste avec l'intention d'améliorer les statistiques et la visibilité sur le plan des chiffres, ce qui ne va pas nécessairement avoir un impact réel sur le pays
pays. Alors, l'objectif est de dire peut-être que nous devons y aller avec une moins grande couverture, mais aller de sorte que nous soyons en mesure de transformer la vie des gens quand on passe à un autre village ou à une autre entité. Et je crois que là-dessus, c'est une question de discussion fondamentale et les discussions entre la société civile, le gouvernement congolais et les différents partenaires sont en cours en ce moment. Je me souviens que lors des dernières discussions avec ANSER et les différents partenaires, Tony Blair Institute a alloué des experts qui conseillent le gouvernement. Et je dois vous dire que personnellement, j'ai eu des altérations assez violentes parce que je leur posais la question de savoir si l'approche qu'ils avaient était viable ou ils pensaient simplement que ça permettait de commencer le projet rapidement et de dépenser de l'argent sans effet durable dans le temps. Et je crois simplement que la discussion de plus en plus commence à être que nous n'allons pas faire de l'électricité de façade, il faut faire de l'électricité de transformation des sociétés. Et je crois que s'il y a eu un retard sur ce projet et sur bien d'autres, essentiellement sur des fonds publics, c'est celui-là. Mais par contre, il y a quelque chose de très bien qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où il y a des off-takers, il y a des gens qui se montrent de plus en plus prêts à pouvoir faire des investissements. Et il y a une banque en République démocratique du Congo qui s'appelle TMB, qui aujourd'hui commence à faire du leasing. Ça sous-entend qu'ils sont prêts à faire des gros financements, y compris sur des installations de production d'énergie, pour des gens qui ont des preneurs sûrs et dont la rentabilité est montrée. Merci beaucoup. D'autres questions? Oui. Vous avez levé la main? Ah, ok, d'accord. D'accord. On a encore 10 minutes, donc je peux répondre à d'autres questions. Et peut-être, si vous permettez, pour les gens qui sont arrivés en retard, je disais que la République démocratique du Congo, c'est quand même 2 345 000 km². C'est un pays qui a des réserves minières extrêmement importantes. Nous avons 70% de la réserve mondiale de cobalt. Nous sommes 3e producteur du cuivre. Et nous avons tous les métaux stratégiques qui entrent dans la transition écologique. Je disais également que nous avons un code minier très attractif qui a permis à une dizaine de majors de pouvoir s'installer. Nous avons une réserve forestière extrêmement importante. Nous avons la 2e forêt mondiale après l'Amazonie. Et aujourd'hui, nous avons également une possibilité énorme dans la production d'énergie électrique. Nous avons sur un seul site le plus grand barrage du monde, c'est le Grand Tinga, 50 gigawatts. Et en amont et en aval, nous avons Pioka et Matadi, qui successivement 35 et 15. Lorsque vous regardez les autres potentiels hydroélectriques dans le pays, nous sommes aux alentours de 150 et nous avons à peu près 70 gigawatts de potentiel solaire. Et toutes ces potentialités électriques ont aujourd'hui ce site particulier, c'est que la réglementation et la loi aujourd'hui autorisent et libéralisent complètement tous les métiers d'électricité. Ça veut dire n'importe qui peut s'installer. Et le monsieur ici tout à l'heure a posé une excellente question sur l'actuel niveau des prix de l'électricité en République démocratique du Congo qui est très bas. Et je lui disais que ça ne concerne que Kinshasa et que même Kinshasa et la SNEL, les questions sont en train d'être réglées parce que tout compte fait, tout le monde se rend compte que nous sommes importateurs d'électricité au prix commercial. Nous sommes presque à 2,5 fois le prix d'électricité à l'intérieur du territoire. Ce qui veut dire qu'en réalité, nous avons énormément d'opportunités là-dessus. Je disais que nous avons un code forestier, nous avons un code agricole qui est en discussion au Parlement, qui donne la possibilité à tout le monde de pouvoir accéder à des terres sous plusieurs mécanismes, l'amphithéose à 99 ans, les partenariats publics-privés avec les ayants droit, mais également l'acquisition commerciale. Nous sommes un pays très ouvert avec un code des investissements qui donne des avantages à géométrie variable. En l'occurrence, lorsque vous êtes dans les grandes villes, dans les petites villes ou dans les milieux ruraux, les avantages vont croissant. Je disais qu'au-delà du code minier, nous avions également un code forestier et, comme je disais encore tout à l'heure, un code agricole qui va arriver dans les mois à venir. Et au-delà de ça, je prenais toutes les questions possibles en ce qui concerne les facilités d'investissement en République démocratique du Congo. Une des particularités, c'est que nous sommes un des pays où vous n'avez pas besoin d'avoir un partenaire local pour faire quoi que ce soit. Vous pouvez commencer une activité économique entre partenaires étrangers sans aucun problème.
Et en ce moment, il y a un développement des zones économiques spéciales destinées à l'exportation. C'est des zones où il y a carrément zéro taxe. Les gens qui viennent et qui travaillent avec les matières premières locales peuvent exporter sans aucun problème. Et d'ailleurs, pour ça, la République démocratique du Congo s'est dotée d'une agence nationale de promotion des exportations que je représente ici. L'objectif, c'est de donner de la valeur ajoutée et créer des chaînes de valeur sur l'ensemble des produits dont nous avons les matières premières localement. Un des secteurs où... Oui, s'il vous plaît. Avancez, monsieur. Non, allez, posez votre question, il pourra poser la sienne aussi. Vous êtes pardonné, c'est pas de votre faute. Oui, bonjour. Donc Patrick Brett à Ropaport, partenaire des rencontres Africa. Je voulais vous poser la question de la politique portuaire. Peut-être l'avez-vous déjà abordée, auquel cas je m'en excuse. Politique portuaire. Portuaire, c'est ça. Vous avez deux ports, c'est Boma et Matadi. Oui. Est-ce que vous avez des projets portuaires sur donc ces deux ports ou éventuellement un autre port à l'entrée du fleuve Congo? Et la deuxième question que je voulais vous poser, c'est qu'on a souvent entendu parler d'un projet qui pourrait exister. Alors, moi je connais bien, je suis allé assez souvent à Brazza, je suis allé une ou deux fois à Kin. Il y aurait la question d'un projet portuaire entre Brazza et Kin. Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que vous pouvez nous le confirmer? Voilà. D'accord. Je suis très content que vous connaissiez bien mon pays et que quand vous parlez de Kinshasa, vous disiez Kin. C'est comme ça que nous l'appelons. Alors, votre question sur la question des politiques portuaires est très importante. Comme vous le savez très bien, le seul endroit où nous avons accès à la mer, c'est à Moanda. Et là, il y a un grand projet de port en eau profonde. Mais la question du port en eau profonde a toujours buté sur sa rentabilité. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose à exporter. Et comme vous le savez très bien, près de 80% des conteneurs qui arrivent en importation repartent vides. Ce qui fait qu'en termes de justification réelle du port en eau profonde, à part le fait du prestige, il n'y avait pas beaucoup d'éléments. Mais aujourd'hui, avec le positionnement du Grand Tinga qui va se développer et la production d'hydrogène pour l'exportation, il y a bien plus que besoin d'avoir un port en eau profonde. Maintenant, là où il y a un lien avec votre deuxième question, c'est sur la question du pont route-rail entre Brazzaville et Kinshasa. C'est que si jamais on faisait le pont route-rail entre Brazzaville et Kinshasa, Matadi et Boma, les petits ports fluviaux que nous avons, disparaissaient. Et il y avait une poussée politique des ressortissants de cette partie du pays, dont l'économie est très impactée par ces deux ports, qui avaient très peur du fait que l'on fasse le pont route-rail parce que ça nous connectait tout de suite avec Pointe-Noire et donc ça tuait toute l'activité portuaire que nous avons à Boma et à Matadi. Mais heureusement qu'aujourd'hui, les choses commencent à beaucoup changer. Non seulement le port de Moanda à Banana a été attribué à DP World pour son développement. Les discussions sont quasi terminées. Il va y avoir un autre port d'exportation qui va être développé par Fortescue, qui va faire la production d'hydrogène. Mais également, avec la décentralisation, la province du Congo central commence à comprendre qu'elle doit rentrer dans sa vocation de départ, qui était non pas de vivre des recettes douanières et des activités douanières et portuaires, mais plutôt de développer la production agricole et sa transformation dans l'interland du Congo central, qui est une partie du pays très, très fertile. Et donc, oui, d'abord pour se défendre contre le port de Pointe-Noire et la route transnationale route-rail entre Brazzaville et Kinshasa. On va faire le port en eau profonde. Le contrat est quasi bouclé avec DP World. Il va y avoir un port secondaire qui sera développé par FMG, mais également les deux ports, celui de Matadi a déjà un concurrent en son sein, qui est un port privé, qui est géré de manière impeccable, qui commence à donner des idées à l'ONAS
Onatra, qui est, enfin, la SCPT, qui est l'opérateur portuaire local, aussi bien à Matadi qu'à Boma. Et il va y avoir, bien sûr, des effets d'entraînement avec les importations pour implémenter le Grand Tinga. Donc la modernisation des 2 ports fluviaux en urgence devient une opportunité pour être en mesure de pouvoir accueillir et acheminer le matériel qui doit aller à Inga pour la construction des grands barrages et des grandes industries vertes qui vont être faites là-bas. Et donc c'est exact, vous avez une vue très claire de la liaison entre le pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville, pour lequel le chef de l'État est très engagé, et le démarrage des activités à Banana. Donc, une véritable vision. Et comme vous le savez très bien, à partir du moment où les ports se développent, il faut les rentabiliser, et donc toute l'activité locale devient une véritable question d'urgence. Merci beaucoup. Messieurs. Il y a des choses qui sont faites pour faciliter le crédit au niveau local, parce que si j'ai bonne mémoire, c'est quand même pas très récent, obtenir un crédit pour les PME, PMI était un vrai parcours de combattant, il était extrêmement cher et compliqué à mettre en place. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des efforts qui sont faits dans ce sens-là pour encourager justement le développement et la création des entreprises? Merci. Merci beaucoup. Votre question est très pertinente parce que toute la question du crédit a toujours été l'épine dans le talon des pays africains. La RDC ne fait pas exception. Et la question a été prise au sérieux. Vous savez, il y avait dans l'architecture financière de la République du Congo un grand absent, c'était le secteur des assurances. Depuis à peu près 5-6 ans, toutes les lois ont été prises, publiées pour libéraliser le secteur. Depuis 2 ans, nous avons des entreprises privées qui sont entrées sur le chemin qui était pris, sur le terrain qui était pris de manière monopolistique par la SONAS à l'époque. Et aujourd'hui, on a une dizaine d'entreprises internationales du secteur des assurances. Et comme vous le savez, l'assurance est un produit de couverture sur le crédit. Il y a des grosses avancées dans les discussions sur la structuration de l'assurance des crédits, et il commence à se créer des synergies. La discussion est sur la table avec la Banque centrale et la possibilité de développer des outils qui permettent que les PME accèdent à des crédits. L'État congolais a mis en place un fonds de garantie, qui est un fonds de garantie publique, mais il a été créé spécialement pour les entreprises des jeunes. C'est une promesse de campagne électorale que le chef de l'État avait fait. Maintenant, l'instrument est en place, l'argent est mis de côté, les structures pour alimenter ce fonds sont mises en place. En réalité, une partie de cet argent viendra de ce qu'on appelle l'autorité de régulation des services de la sous-traitance dans le secteur privé. Il y a une quotité de l'argent que cette agence collecte auprès de toutes les activités de sous-traitance dans le secteur minier et autres. Cet argent va dans le fonds de garantie. Le management de ce fonds a été mis en place. J'espère beaucoup que très rapidement, on va lancer le fonds. Et aujourd'hui, la grosse discussion, c'est comment ce fonds va fonctionner. Va-t-il lui-même être en mesure de donner du crédit comme le fonds de promotion de l'industrie l'a fait par le passé et ça n'a pas marché, ou devra-t-il travailler plutôt avec les banques dont c'est le métier de pouvoir donner des crédits et lui revenir derrière simplement avec de la garantie pour être en mesure de réduire le risque pour les banques et donc justifier une baisse au niveau du taux d'intérêt et peut-être aussi contourner la difficulté des garanties que l'on demanderait à des PME qui ne les ont pas. Et je crois simplement qu'avec cette architecture en place, l'accès au crédit va s'améliorer. Je voudrais dire, les assurances vont devoir permettre de réduire une partie du risque, mais également le fonds de garantie et la poussée politique, ça permettra également de pouvoir améliorer l'accès au crédit. Mais l'une des choses que moi je dis tout le temps, et je profite de votre question pour le dire, c'est que le drame, c'est que toutes ces pensées, toutes ces réflexions économiques que nous avons concernent en grande partie les PME et les PMI qui sont en milieu urbain. Mais les gens oublient que 80% de la population africaine est dans le milieu rural.
il va commencer à être de plus en plus important que l'on commence à réfléchir sur comment on fait pour avoir une inclusion économique et une inclusion financière et accès à des crédits aux gens qui sont dans les milieux les plus reculés. Bien sûr, ça passe par beaucoup d'éducation financière, mais ça passe également par le fait qu'il faut pousser de manière volontaire une mobilité et une migration interne des gens intelligents qui aillent se positionner là où se trouvent les plus grands défis, ça veut dire dans les milieux ruraux. Et vous allez vous rendre compte que la situation financière en Afrique est très excentrée. Tout l'argent circule dans les milieux urbains, alors que les plus grands défis et les espoirs en termes d'autonomie, rien que dans les questions alimentaires, se trouvent plutôt dans les milieux ruraux. Et donc, l'une des choses que nous mettons sur la place de la discussion intellectuelle, c'est la possibilité de pouvoir traverser la zone rurale et la pénétrer avec des solutions financières adéquates. Et aujourd'hui, le téléphone commence à être une véritable réponse à comment on fait pour assurer à la fois la pénétration, mais également l'inclusion financière et la possibilité de donner des solutions de crédit et de financement de l'exploitation et de l'économie agricole et de l'économie rurale. D'autres questions? Oui? Il y a à peu près, on va dire, un an et demi, a circulé sur les réseaux sociaux un projet de nouvelle ville après Kinshasa. Oui. J'ai perdu le nom de la nouvelle ville. Oui. Est-ce que c'est un projet sérieux? Et si oui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce projet? Merci beaucoup. Le projet s'appelle Kitoko. Exact. Oui. C'est un projet en partenariat public-privé. Le modèle économique a été agréé, le gouvernement s'est montré intéressé, désire installer dans cette nouvelle ville une partie de ses institutions, une manière de montrer l'engagement de l'État vis-à-vis de ce projet, mais aussi une manière de stimuler les Congolais à pouvoir envisager de sortir de notre cocon, parce que lorsque vous regardez la population de Kinshasa, nous sommes tous coincés sur à peu près 8% du territoire de Kinshasa. Toute la partie arrière est complètement vide et je crois que cette opportunité pourra permettre à la fois aux Kinois mais également aux Congolais de manière générale à pouvoir se décoincer dans ce que nos amis belges ont défini comme étant le modèle urbanistique de la ville de Kinshasa. Vous savez, Kinshasa, à l'indépendance, c'était moins d'1 million de personnes et aujourd'hui, nous sommes à près de 16-17 millions de personnes, ce qui veut dire qu'en réalité, la croissance démographique n'a pas été anticipée, n'a pas été précédée par une planification urbaine correcte. La plupart des grandes villes africaines sont des gros taudis, comme vous le savez très bien, et aujourd'hui, il devient très important de pouvoir se repenser. Et on a deux choix. Le premier choix, c'est le choix de la technique facile, c'est de dire on crée de nouvelles villes et on essaie de pousser les gens. Le deuxième choix, c'est le choix européen et des grandes villes comme Paris, comme Bruxelles et d'autres, c'est le choix de la densification. Mais le choix de la densification pose toute la question de la mobilisation des moyens pour être en mesure de bouger les gens et les faire avancer. Mais je crois simplement que pour le cas de Kinshasa, un mix des deux solutions est très important. Et la beauté de ce projet auquel vous faites référence, c'est que ce n'est pas un projet de l'État, c'est un projet public-privé, et plus privé d'ailleurs que public. Les choses avancent bien. Et en plus de celui-là, il y a un autre projet qui est celui de Riverfront, qui est en fait un projet sur la marine, le long du fleuve, qui commence à Kinsuka, qui se termine à Maluku. La semaine dernière, les deux ministres, celui en charge des affaires foncières et celui de l'urbanisme, ont signé un arrêté interministériel pour déposséder un certain nombre de personnes qui ont des propriétés le long du fleuve à un certain nombre d'endroits, parce que ce grand projet intégrateur va permettre également de faire la grande autoroute qui longe le fleuve et qui décongestionne la ville. Et donc il y a eu une grosse dynamique dessus. Je me réjouis de votre intérêt, de votre connaissance de mon pays et vous remercie énormément. D'accord. D'accord. On aura été au-delà de 45 minutes données. Je peux prendre une dernière question s'il y en a, sinon on aura épuisé notre temps. Mesdames, Messieurs, je vous remercie énormément et je remercie les organisateurs de Rencontre Africa.